Je vais commencer cette plénière avec tous nos intervenants. Donc Dominique Moisy, que je vous présenterai, que vous connaissez certainement, Michel de Rosen, directeur général de Telsat, Stéphane Richard, président directeur général de France Télécom Orange, et Gérard Mestralet, président directeur général de GDF Suez. Alors, nous sommes particulièrement heureux et honorés au nom des 5 groupes partenaires que vous connaissez, GDF Suez, France Télécom Orange, Eutelsat, Suez Environnement et AXA, particulièrement heureux de vous accueillir dans cette plénière, dans le cadre de la première édition du Village des actionnaires. C'est un événement inédit parce que pour la première fois, des grands groupes se sont rassemblés pour vous. Ils ont bâti et co-construit un événement dont la vocation est de resserrer et de développer la relation entre les grandes entreprises avec leurs actionnaires en se fondant sur une démarche d'écoute mutuelle et de dialogue. Et ça, c'est très important. Et pour concrétiser cette démarche, ces 5 groupes ont signé une charte d'engagement spécifiquement pour ce village, que vous avez d'ailleurs en présentation dans les allées. Alors, le thème de notre table ronde aujourd'hui, marché mature et pays émergent vers un nouvel équilibre mondial, c'est un thème qui a été retenu parce qu'il s'est dégagé de façon très évidente de la dernière saison des Assemblées Générales 2012, un thème complexe, extrêmement dense. Et pour éclairer, je dirais, ces questions de géopolitique, nous avons souhaité faire appel à Dominique Moisy, qui est un expert connu et reconnu que vous avez dû lire. Dominique Moisy, c'est un politologue, un géopoliticien français, conseiller spécial à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il a notamment enseigné à Harvard, publié de nombreux ouvrages sur la géopolitique, et il publie très régulièrement des éditos dans la presse grand public, économique et financière. Alors juste avant de passer la parole à Dominique, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'on n'aura malheureusement pas le temps de prendre des questions dans la salle parce que le temps est très court, que le sujet est très dense et c'est la meilleure raison, chacun des partenaires a un stand avec des équipes qui se tiennent à votre disposition tout au long de cette journée pour répondre à toutes vos questions. Alors pour commencer ce débat, Dominique, j'aimerais que vous puissiez nous répondre à cette première question. En quoi est-ce que le fait que les grandes entreprises fabriquent de plus en plus leur croissance dans les marchés en croissance bouscule un équilibre qui se situe au plan social, économique et financier? Merci beaucoup. Vous m'aviez demandé d'expliquer le monde et ses évolutions en 15 minutes. C'est un peu long. Je vais essayer de parler moins. J'allais commencer par un proverbe chinois. Puissiez-vous vivre en des temps intéressants. Eh bien, nous vivons dans des temps très intéressants parce que la période qui est la nôtre voit la rencontre de 3 phénomènes spécifiques. Et là, je reviens à votre question. Le premier phénomène, c'est un mouvement de plaques tectoniques tel que le monde n'en a sans doute pas connu depuis 2 siècles et demi, 3 siècles. C'est la fin de la domination occidentale sur le monde. Pour la première fois, depuis le milieu du XVIIIe siècle, nous n'avons plus le monopole des modèles. Je crois que quelques données statistiques peuvent vous montrer l'ampleur de ce phénomène. Sur le plan démographique, au début du XVIIIe siècle, l'Europe représentait 20% de la population mondiale. En 2050, l'Occident dans son ensemble, si on y met la Russie et même l'Occident asiatique, le Japon, ne représenteront plus
que la moitié de ce qu'était l'Europe au début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que l'Europe elle-même sera un peu plus du quart de ce qu'elle était au début du XVIIIe siècle. 6% de la population mondiale. En termes économiques, prenons le début du XIXe siècle, l'Europe représente 32-33% de la richesse mondiale. En 1950, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident, derrière l'Amérique triomphante, représente 68% de la richesse mondiale. En 2050, le monde occidental sera sans doute revenu au niveau qui était celui de l'Europe au début du XIXe siècle. 32-33% de la richesse mondiale. Ce mouvement de plaques tectoniques, il est le produit de la rencontre entre des émergents qui font beaucoup mieux et un monde occidental qui fait beaucoup moins bien. Sur ce plan, il y a bien entendu toutes les interprétations possibles. Pour les uns, il y a déclin absolu ou déclin relatif du monde occidental. Pour les autres, c'est tout simplement les émergents, et le mot est ambigu car il couvre des réalités tout à fait différentes. Au sein des BRICS, vous avez un pays qui est clairement réémergent, c'est la Chine. La Chine, c'est 3 fois l'Inde, non pas au niveau démographique bien sûr, mais au niveau économique et militaire. Vous avez un pays qui vit sa catégorisation dans le monde des BRICS comme plutôt une humiliation, la Russie. La Russie était une superpuissance dans un monde bipolaire jusqu'à la disparition, bien entendu, de l'Union soviétique. Et vous avez 2 pays qui sont réellement émergents, l'Inde et le Brésil. Et en réalité, cette catégorisation des BRICS ne résume pas le monde des émergents. Il faudrait aujourd'hui l'élargir vers des pays comme la Turquie, l'Indonésie, incontestablement aussi, en dépit de la violence endémique qui y règne, le Mexique. Ce premier phénomène, qui est historique, et comme on n'en rencontre qu'une fois tous les 3 siècles, est complété par un processus révolutionnaire d'une grande ampleur également, qui affecte le monde arabo-musulman. Sur le plan régional, on ne peut comparer ce qui se passe aujourd'hui qu'à la chute de l'Empire ottoman dans les années 1916-1917. Sur un plan historique, on ne peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabo-musulman qu'en faisant référence à la Révolution française. On trouve en effet la même rencontre entre l'accidentel et l'inévitable. Je crois que par rapport à ce processus révolutionnaire, il faut adopter une démarche prudente et éviter de sombrer à la facilité et au catastrophisme. Ne pas dire qu'on est brutalement passé du printemps arabe à l'hiver islamique. Nous sommes en fait quelque part à la fin de l'année 1791. Le processus révolutionnaire a commencé depuis un peu plus d'1 an. Il va encore connaître de multiples phases. Bien entendu, il révèle des fragilités culturelles, celles du monde musulman par rapport à lui-même, une faiblesse identitaire unique, qui tient au fait qu'il n'y a pas de fierté propre qui puisse surmonter une culture d'humiliation qui a été présente
depuis des décennies et qui s'inscrit dans le fait que la révolution n'a pas entraîné le progrès, ni le progrès économique, ni en réalité la clarté du progrès politique. Cette révolution a donné lieu à l'éclosion de lignes de fracture qui étaient déjà présentes, mais qui se révèlent plus fortes encore aujourd'hui, entre arabes et non-arabes, entre chiites et sunnites. Au-delà d'un processus de mouvement de plaques tectoniques, d'une révolution régionale qui affecte un monde de l'autre côté de la Méditerranée et qui affecte nos sociétés, on le voit bien, il y a également une crise économique tout à fait exceptionnelle qui a commencé aux États-Unis, qui a affecté principalement l'Europe, mais qui est en train de gagner les pays émergents et qui, en réalité, crée un nouvel équilibre qui fait que, bizarrement, aujourd'hui, vous voyez des pays émergents qui commencent à redécouvrir l'Europe. Vous avez le président d'une grande banque chinoise qui, justifiant ses investissements massifs qu'il est en train de préparer en Europe, utilise un autre proverbe chinois, je vous promets, c'est le dernier auquel je ferai référence, en disant « Un chameau affamé reste plus grand qu'un cheval ». Le chameau affamé, c'est l'Europe. Et vous avez, à l'inverse, le président d'un très grand groupe de luxe mondial qui a décidé d'ouvrir tout récemment une 5e boutique en Grèce, dans l'île de Mykonos. Y a-t-il, à partir de ces deux événements, comme un rééquilibrage des volontés? Est-ce que les émergents affectés par la crise mondiale se sentent plus vulnérables compte tenu des faiblesses structurelles qui sont les leurs? Est-ce que l'Europe est sur le point, à partir de cette crise majeure, de retrouver un plus d'identité institutionnelle? Nous n'en sommes pas là. Et je crois qu'il serait dangereux d'aller trop loin dans ce scénario. Mais je dirais aujourd'hui, pour conclure, que face à la complexité du monde, qui n'a jamais été plus grande, face à la vulnérabilité d'un monde transparent et interdépendant comme il ne l'a jamais sans doute été, il est essentiel de faire deux choses. La première, bien évidemment, c'est d'accepter les changements du monde, d'en comprendre la nature et de s'ajuster à eux. La deuxième, c'est un conseil de bon père de famille, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça peut vouloir dire élargir les émergents vers les pays nouveaux, vers les continents nouveaux. L'Amérique latine est en pleine ébullition. L'Afrique est en pleine renaissance, quelles que soient les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée aujourd'hui. L'Afrique passera en un siècle de 180 millions d'habitants en 1950 à autour de 2 milliards d'habitants en 2050. Aucun continent dans l'histoire de l'humanité n'a connu une telle croissance. Et le dernier point, je dirais que ce qu'a fait le groupe LVMH de manière symbolique en Grèce a un sens qui va au-delà du symbolisme. N'enterrons pas prématurément notre continent, l'Europe. Il a des avantages comparatifs uniques, un narratif
de construction et un leadership qui sache engager un dialogue pédagogique avec les citoyens. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Dominique pour cette très brillante élocution, éclairage sur ces nouveaux équilibres mondiaux, et vous nous avez bien montré à quel point ils étaient complexes. Et si on rentre maintenant de façon plus opérationnelle au niveau des grandes entreprises sur ces pays émergents, on retiendra deux mots très forts et qui reviendront certainement tout au long de ce débat, c'est le mot acceptation, qui n'est pas un petit mot, c'est un mot important et complexe également, et puis ce mot équilibre également, qui revient de façon assez simple. Alors, peut-être la première question que l'on peut se poser, c'est pour vous, pour ces trois grandes entreprises, quelle est votre stratégie d'implantation dans ces pays émergents, étant entendu que Dominique Moisy nous a vraiment montré du doigt les différences culturelles et toute la complexité. Parmi ces pays émergents, on a également des zones d'instabilité politique. Comment est-ce que vous les gérez en matière de business? Comment est-ce que finalement vous arrivez à développer vos activités respectives dans ces pays compte tenu d'une donne tout à fait différente? Alors, on va commencer avec Gérard Mestralel. Vous avez très récemment procédé au rachat des minoritaires de International Power. Est-ce que c'est une opération qui a boosté ces nouveaux équilibres, en particulier dans les pays émergents? Oui, merci Caroline. Bonjour mesdames, messieurs. D'abord, félicitations pour cette initiative. Et nous sommes très, très heureux et fiers d'y participer et d'aller à la rencontre de nos actionnaires individuels. Oui, le International Power a été une étape de plus dans une stratégie que nous avions initiée en vérité il y a 15 ans, qui était de développer le groupe davantage vers le monde émergent. Ça tient un peu à notre histoire. Il y a 16 ans, nous étions un groupe bancaire. Nous avons décidé de sortir de cette activité pour devenir un acteur dans l'énergie et l'environnement, à un moment où l'Europe était une juxtaposition de monopoles, donc l'essentiel des places étaient prises, et il nous a fallu aller rechercher la croissance là où elle était, en nous appuyant néanmoins sur notre présence en France dans le gaz et en Belgique dans l'électricité. Vous avez évoqué l'équilibre, Dominique Moisy l'a dit. Pour nous, ça a toujours été un objectif essentiel. Autrement dit, nous nous sommes beaucoup développés dans le monde émergent depuis 15 ans, dans nos métiers, la production d'électricité, le métier du gaz, le métier de l'eau, mais avec le souci de développer simultanément, parallèlement, nos bases domestiques, c'est-à-dire l'Europe, mais essentiellement la France et la Belgique, où sont nos racines historiques. Autrement dit, le développement international, nous ne l'avons pas fait au détriment du développement domestique, mais en nous appuyant sur un développement domestique qui a toujours été fort, puissant. Pour nous, la France, la Belgique, l'Europe, ce sont des activités puissantes qui sont une source pour nous de réservoir de talent, et on en a besoin pour se développer dans le monde entier. Alors c'est vrai, dans le secteur de l'énergie, par exemple, la croissance, elle est dans le monde émergent. D'ici 2030, 90% des capacités supplémentaires de production d'énergie, de production d'électricité notamment, seront situées en dehors de l'OCDE, c'est-à-dire en dehors de l'Europe, en dehors du Japon et de l'Amérique du Nord. Donc si on veut croître dans nos métiers, il nous faut aller vers ces pays. Et pour nous, ça veut dire investir. Dans la production d'électricité, nous devons, si on veut produire de l'électricité au Brésil, il faut investir dans des barrages, investir dans des centrales électriques. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans 70 pays dans le monde, notamment en Amérique latine, Brésil, Chili, Pérou, Panama, dans tous les pays du Golfe désormais. Tous les pays du Golfe, nous sommes de loin le premier producteur d'électricité dans le Golfe. On a beaucoup parlé de l'échec français de la centrale nucléaire d'Abu Dhabi.
C'était 2 centrales nucléaires pour à peu près 3000 MW. Nous avons 27 000 MW que nous avons construit, pièces que nous opérons. Alors ce ne sont pas des centrales nucléaires, ce sont des centrales thermiques classiques mais ultra performantes à gaz. Nous sommes présents aussi en Asie, Australie, Singapour, Thaïlande, Indonésie. Mais nous sommes sélectifs. En Chine, nous sommes très présents dans l'eau, nous avons 25 filiales dans l'eau, mais pas du tout dans l'électricité, parce que le régime de régulation ne s'y prête pas. Au total, aujourd'hui, et notamment après l'acquisition d'International Power, nous avons un parc de production qui tourne ou en construction, phase finale de construction, qui représente 130 000 MW, ce qui fait de nous le deuxième acteur mondial derrière EDF. Donc les 2 principaux producteurs français, producteurs d'électricité au monde sont français. Et notre parc de production, qui est donc très international, représente en capacité le double aujourd'hui du parc nucléaire français. Mais il est situé dans beaucoup plus de pays. Alors nous découvrons aussi, nous cherchons de nouveaux pays. Nous venons d'être retenus en Mongolie pour le premier appel d'offres international, également Afrique du Sud, également Koweït. Voilà les 3 nouveaux pays que nous avons décidé de nous implanter cette année. Mais pour nous, je l'aurais dit, surtout, le monde émergent, c'est là que se trouve la croissance, mais Dominique Moisy l'a dit, il ne faut pas négliger l'Europe, et pour nous, c'est notre base. Et cet équilibre, Stéphane, au sein de France Télécom Orange, pour vous, vous le voyez évoluer de quelle façon et ça bouscule quel type justement de... Bien, à mon tour d'abord de vous dire bonjour, vous dire aussi, j'en profite pour le faire, merci de votre confiance, de votre fidélité. Un groupe ne peut pas vivre sans ses actionnaires, notamment ses actionnaires individuels, et ne doit jamais l'oublier. Si j'en viens maintenant à la situation de France Télécom par rapport à ces problématiques, j'ai envie de faire une première remarque, qui est que, après l'exposé brillant et inspirant de Dominique Moisy, on se dit que les entreprises ont cette chance, finalement, de transcender tout ça. Parce que même si on a une base européenne, eh bien, par les stratégies qu'on développe, par les présences mondiales qui sont les nôtres, finalement, on a la capacité à tirer parti de tous ces courants, cette tectonique de plaques, et finalement, ça confère à l'entreprise multinationale, je dirais, un intérêt particulier, une puissance particulière aussi dans ce monde multipolaire par rapport aux États. Nous sommes un groupe européen, né en France, bien sûr, avec encore une forte majorité de nos opérations en Europe, à peu près 90%, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui à peu près 10% de nos opérations qui sont faites dans des pays en voie de développement, des pays émergents, avec pour nous très clairement je dirais un poids particulier qui fait l'histoire africain. Nous sommes un groupe européen et africain, Afrique et Moyen-Orient. L'Afrique et le Moyen-Orient, pour nous, représentent 76 millions de clients, sur un total de 230 millions, avec un grand pays qui est l'Égypte, dans lequel nous avons plus de clients qu'en France, téléphone mobile. On a 32 millions de clients en téléphone mobile en Égypte. Et on est présent dans l'Afrique du Nord, encore, dans le monde arabo-musulman qu'évoquait Dominique, de l'Irak au Maroc, en passant par la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie notamment. On est présent dans l'Afrique subsaharienne, avec notamment 2 grosses plaques, l'une au Sénégal et l'autre en Côte d'Ivoire. On est présent dans l'Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Botswana, et puis dans l'océan Indien, Madagascar en particulier. L'Afrique et le Moyen-Orient, ça a été dit, c'est à la fois une terre de développement démographique énorme, 2 milliards d'habitants en 2050, on a déjà dépassé le milliard d'habitants, et sur le milliard d'habitants en Afrique aujourd'hui, il y a 650 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles. Une chose qu'on ne dit pas suffisamment aussi, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, a un PIB par habitant, si on prend la totalité du continent, qui est supérieur à celui de l'Inde. Alors c'est une terre de contraste, c'est sûr.
de grandes inégalités entre des pays extrêmement pauvres et des pays qui ont déjà assez nettement décollé, comme l'Afrique du Sud et dans une certaine mesure le Nigeria, mais c'est globalement un continent qui a une dynamique de développement qui est quand même extrêmement forte. C'est une terre d'entrepreneurs aussi. Et c'est pour toutes ces raisons, les raisons démographiques, les raisons économiques, que nous, on a décidé d'en faire une priorité de notre développement, avec l'objectif que j'ai fixé en 2010 de doubler la part, enfin le poids de nos activités dans la zone Afrique-Moyen-Orient d'ici à 2015, objectif que je pense nous tiendrons. Si je prends simplement les chiffres de cette année, 2012, premier semestre, la zone Afrique-Moyen-Orient a cru pour nous à un peu plus de 6% en rythme annuel, là où sur la zone européenne, dans nos métiers de télécom, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici, on est à 0 moins. Donc l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est vraiment pour nous, j'allais dire, un élixir de croissance dont on a bien besoin. Et cette croissance, elle est liée, je l'ai dit d'abord, à la démographie, au fait que le taux de pénétration de nos services de communication, en particulier téléphone mobile, est encore relativement faible. Je dis relativement parce que 650 millions d'utilisateurs de téléphone mobile sur 1 milliard d'habitants, sur toute l'Afrique, c'est déjà 65% de taux de pénétration. Mais c'est inégalement réparti aussi, il y a encore beaucoup de croissance, et surtout, nos services ont eux-mêmes un potentiel, des perspectives de montée en valeur qui est très grand. L'exemple, l'arrivée du haut débit, du très haut débit mobile en Afrique avec le déploiement des réseaux 3G. Cette année, nous allons installer la 3G, donc le haut débit mobile, en attendant la 4G, dans 14 pays de la zone. Et dans beaucoup de ces pays, c'est en fait, j'allais dire, le seul moyen pour les populations d'accéder à Internet. Donc vraiment, la fenêtre sur le monde que nous pouvons apporter dans ces pays, elle se fait par les réseaux mobiles, par la 3G. Et on imagine l'importance économique, sociale, culturelle que cela peut avoir dans ces pays. Donc on a une stratégie d'investissement qui est assez résolue dans cette zone, qui passe par le déploiement des réseaux mobiles, qui passe aussi par une stratégie, je le dis parce que c'est pas très connu et c'est un peu original pour nous, dans le domaine des câbles sous-marins. Il faut savoir que le trafic Internet mondial passe à 95% par les câbles sous-marins. Pas du tout par les satellites comme les gens le croient, mais par des réseaux de câbles sous-marins. Pardon, Michel. C'est important les satellites. Bon. Et donc, ces câbles sous-marins nécessitent des investissements importants, qui se font dans le cadre de consortium. Et nous, France Télécom, on est depuis toujours un investisseur, un installateur d'ailleurs important des grands réseaux de câbles sous-marins qui relient notamment l'Europe et l'Afrique. On en a fait un sur la côte est de l'Afrique, un autre sur la côte ouest, et on est actuellement en train de déployer un projet de 500 millions de dollars d'investissement pour desservir 11 pays de la côte ouest africaine et de fait augmenter considérablement la capacité qu'ils ont à accéder à Internet. En Égypte, il peut y avoir régulièrement des manifestations sur le Caire, etc., pour X ou Y raison. Là aussi, la consommation augmente, la consommation de téléphone. Donc, c'est vrai qu'il y a, c'est un des charmes de cette entreprise, de ce métier, cette industrie, les besoins de communication sont tellement grands, ils sont devenus tellement, j'allais dire, vitaux pour les hommes et les femmes de cette terre. Bon, certains peuvent trouver que c'est trop d'ailleurs, mais bon, quels que soient les contrées dans lesquels ils sont, que finalement les mouvements politiques n'ont pas d'effet, en tout cas sur les chiffres. En Tunisie, on fait une année formidable. Donc, le vrai problème que cela pose, c'est plus les risques sur les personnels et sur les installations lorsqu'il y a des troubles, vraiment avec des violences. Jusqu'à maintenant, je dois dire, je croise les doigts, on n'a pas eu tellement de difficultés, de problèmes. Pourquoi? Parce que d'abord, les entreprises, nos entreprises dans ces pays, sont des entreprises locales. Ça, c'est aussi très important, ce que je voulais dire, parce que ça fait partie de la stratégie aussi, pour nous, fondamentale, qui nous permet de lutter contre le risque de violence spécifique sur nous, sur notre marque, sur le fait qu'on est une entreprise française, etc. Nous sommes sénégalais au Sénégal, nous sommes égyptiens en Égypte, nous sommes
Tunisiens en Tunisie, enfin au maximum en tout cas, on a des managements locaux, on a beaucoup d'actions aussi dans ces pays, on a des 13 fondations qui interviennent dans tous ces pays, donc l'aspect de l'implication citoyenne, sociale, sociétale dans ces pays est absolument fondamental. Ce sont des pays dans lesquels on représente aussi des acteurs économiques essentiels. Au Sénégal, notre filiale Sonatel fournit 15% des recettes budgétaires de l'État sénégalais. Donc, oui, les télécoms, c'est un domaine qui a toujours été assez taxé, comme chacun peut le constater un peu partout dans le monde. Donc, tout ça pour dire que on a relativement peu, je dois dire quand même, de cas dans lesquels les troubles politiques qu'on peut connaître dans ces pays se traduisent vraiment par des dégâts ou des problèmes sur nos réseaux, sur nos installations. Ça peut arriver. On a eu le problème en Côte d'Ivoire l'année dernière. Là, par contre, on a été ciblé parce qu'on a été disons, perçus par une certaine faction comme étant en faveur de l'autre faction, puisqu'il y a eu, vous savez, vous vous en souvenez l'année dernière. Donc ça a entraîné des conséquences pour nous. Heureusement, la faction, si je puis dire, que nous étions supposés soutenir, a gagné. Et donc finalement, aujourd'hui, ça nous a permis d'effacer assez rapidement quand même les conséquences de ces problèmes. Mais voilà, je dirais que bien sûr qu'il y a des troubles. Ça fait 20 ans qu'on est dans ces pays. Donc je ne vais pas calculer le nombre de révolutions, de coups d'État, d'émeutes, etc., qu'on a pu traverser pendant ces 20 années. Je crois que ça nous a conféré quand même une certaine expérience, des réflexes. On a toujours une priorité qui est de mettre à l'abri nos salariés d'abord, et aussi naturellement les actifs de l'entreprise. Mais c'est pas adverse au développement de notre business, ça ne remet absolument pas en cause la volonté qu'est la nôtre de continuer à nous développer sur ce continent. Et je prends souvent l'exemple de Carrefour dans les années 70, en Amérique latine. Aujourd'hui, tout le monde parle du Brésil comme nouveau dragon de l'économie mondiale, c'est merveilleux. À l'époque, il y avait 2000 ou 3000% d'inflation par an au Brésil, vous vous souvenez de ces années d'hyperinflation, et Carrefour réussissait très bien au Brésil. Bon. Il y a plus de mal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était... Et on se disait, mais comment un groupe de grande distribution peut-il faire simplement ce métier avec 3000% d'inflation par an? Ils y arrivaient très bien. Ils y arrivaient très bien. Ils arrivaient aussi d'ailleurs à gagner pas mal d'argent. La rentabilité que nous avons sur nos opérations en Afrique et au Moyen-Orient est supérieure à la moyenne de ce qu'on fait dans le monde. Donc il ne faut pas penser non plus que je dirais, les modèles économiques que nous développons dans ces pays sont forcément contraires aux objectifs de rentabilité et de création de valeur pour l'actionnaire qui sont les nôtres. Donc voilà ce que je dirais rapidement. Il y a beaucoup, je pense, d'expérience. Le poids de l'expérience est très important. Mais en tout cas, pour nous, la direction, elle est claire. Elle est vers l'accroissement progressif de notre présence dans cette partie du monde. Pour nous, l'Afrique et le Moyen-Orient, parce que le monde est vaste, tout est intéressant, mais il faut aussi avoir des objectifs un peu ciblés dans nos métiers. On a des tickets d'entrée qui sont énormes. Et donc, c'est plusieurs milliards d'euros à chaque fois pour rentrer dans un pays. Donc, on ne peut pas être présent partout dans le monde. Et c'est une direction que nous avons tout à fait la volonté de continuer à développer. On va revenir d'ailleurs sur ces questions de modèle économique spécifiques d'ailleurs dans ces zones géographiques. Michel, est-ce que vous arrivez à exister à côté des câbles sous-marins dans les pays émergents? Caroline, merci. Merci à ceux de nos actionnaires individuels qui ont pu venir aujourd'hui, d'être venus. N'hésitez pas à venir nous voir dans notre salon, car malgré la pédagogie faite par Stéphane Richard sur l'Hôtel-Sat, tout le monde ne nous connaît pas. Tout le monde ne nous connaît pas aussi bien qu'il le faudrait. Nous sommes en effet, par rapport à GDF Suez et à France Télécom, une entreprise beaucoup plus petite. Alors, quelques commentaires. Le premier commentaire, c'est que notre outil, nous sommes opérateurs de satellites. Il y a des gens qui croient que nous fabriquons des satellites. Donc, nous achetons des satellites, nous achetons des lanceurs et nous opérons au sens comme un cerf-volant. Nous gérons des satellites, un parc de satellites, 28, bientôt 29 et d'ici la fin de l'année 31 satellites. Nos satellites sont ce qu'on appelle orbite géostationnaire à 35 650 km de la Terre. Donc assez haut.
Nous avons commencé comme une entreprise européenne. Nous avons été créés comme une sorte de coopérative européenne. Au début, tous les États à l'ouest du rideau de fer, y compris le Vatican, tous les États nous ont créés pour répondre à la concurrence d'Intelsat, l'entreprise américaine. Et quand le rideau de fer est tombé, tous les autres États européens, l'Ukraine, la Russie, etc., se sont joints, sont aussi donc fondateurs de Telsat. Et d'ailleurs aujourd'hui, la Russie est encore un actionnaire significatif de Telsat, par l'intermédiaire de son entreprise publique RSSI. Et ça a été pour Eutelsat un mouvement assez naturel, puisque nos satellites sont hauts, ils couvrent de vastes territoires. Après avoir commencé en Europe de l'Ouest, au centre de l'Europe, c'était un essaimage assez naturel de s'étendre sur le reste de l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique. Aujourd'hui, hors Europe de l'Ouest, nous faisons plus de la moitié du chiffre d'affaires total. Nous avons 7 satellites en construction et un satellite dont nous allons boucler l'acquisition dans les semaines qui viennent, de General Electric, qui couvre une partie de l'Asie et du Pacifique. Et la quasi-totalité de ces nouvelles capacités sont concentrées sur les marchés émergents. C'est cet effort continu, et je salue mes prédécesseurs parce que ça a commencé il y a 15 ans, 10 ans, c'est cet effort continu qui nous permet, notamment, ce n'est pas la seule raison, mais c'est une grande raison, d'afficher des objectifs pour les années qui viennent qui sont sympathiques, puisque nous voulons avoir une croissance annuelle moyenne de notre chiffre d'affaires en croissance organique seulement, de 5 à 6% par an, et garder une marge d'EBITDA aux environs de 77%. Donc une marge sympathique aussi. Alors, la notion de marché mature, souvent les gens disent pays développé, marché mature, pays émergent, marché en grande croissance. En réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Je vous donne un exemple. En Europe de l'Ouest, le marché de la télévision est un marché en effet mature. En revanche, le marché de l'accès à l'Internet est un marché en très grand essor. Et c'est d'ailleurs, on y reviendra peut-être, un marché dans lequel nous collaborons, heureusement, avec une belle filiale de France Télécom qui s'appelle Nordnet, pour mettre à la disposition des gens qui vivent loin des villes, donc loin des technologies terrestres, et qui ont besoin de l'accès à Internet. Notre service Two-Way est le meilleur du monde et en collaboration avec Nordnet, nous le mettons à la disposition de ceux qui le veulent. Je terminerai, Caroline, mes commentaires en disant ceci. C'est qu'une particularité très attractive de notre industrie, c'est que nous croissons plus que les autres et nous sommes moins sensibles aux aléas de la conjoncture. Si vous regardez sur une courbe l'évolution du PIB mondial, vous faites une courbe. Puis après, vous faites une courbe avec, en gros, les télécoms. Vous voyez que c'est mieux que le PIB mondial. Puis vous ajoutez une troisième courbe qui est la demande de services satellitaires, c'est encore plus haut. Et en plus, comme les contrats que nous signons sont souvent des contrats de long terme, on ne voit pas l'impact des crises comme celle de 2008-2009. Dernier commentaire. Vous nous interrogiez sur l'instabilité, l'impact sur nos affaires de l'instabilité politique. En réalité, les événements, les remous politiques ne nous sont pas du tout défavorables parce qu'ils ne peuvent rien contre les tendances de long terme. Or, nous assoyons notre croissance de long terme sur, d'une part, l'augmentation de la demande de télévision, qui est notre principale application. Il y a de plus en plus de chaînes de télévision, de plus en plus de chaînes de haute définition. De même, deuxième levier de croissance, c'est tout ce qui concerne précisément le besoin de connexion des gens. Moi, je me souviens de l'époque. Beaucoup de gens dans cette salle sont de la même génération que moi et Gérard. Stéphane est plus jeune. Mais je me souviens de l'époque où on communiquait seulement, non pas par pigeon, mais par courrier. Ben maintenant, les gens veulent être connectés par Internet tout le temps, partout, au milieu de la nuit, s'envoyer des films, etc. Ça, c'est un autre levier de croissance. Puis troisièmement, l'instabilité politique, elle nourrit aussi les besoins des gouvernements qui sont aussi pour nous des services que nous fournissons. Voilà mes commentaires. Merci beaucoup. On va essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant sur les deux grands sujets que je voudrais aborder. C'est les modèles économiques, vous en avez parlé. C'est vrai que s'implanter dans les pays émergents, ça requiert des capitaux lourds, plusieurs milliards d'euros d'investissement. On peut penser que le pouvoir d'achat globalement peut être plus faible que dans les pays matures.
Et logiquement et légitimement, on peut s'interroger sur les niveaux de rentabilité et se demander si, au fond, ces investissements vont être rentables durablement et s'équilibrer. Est-ce qu'on peut y développer les mêmes business models? Est-ce qu'il faut développer des business models qui sont de nature différente? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on les articule par rapport aux pays matures? Voilà, donc ce seraient ces thématiques qu'on pourrait aborder. Oui, alors s'agissant de notre activité énergie-environnement, les business models doivent être adaptés à chaque pays. Lorsque, il y a donc plus de 10 ans, nous avons décidé de nous développer très fortement dans le monde émergent, dans nos métiers, nous avons essayé d'intégrer la notion de risque dont on parlait tout à l'heure. Et il y avait un risque pays, et donc nous avions fixé des objectifs de rentabilité de base plus élevés pour nos investissements dans le monde émergent qu'en Europe, puisque l'Europe était supposée sans risque, alors que les pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient ou d'Asie, du Sud-Est, comportaient une part de risque. Nous voulions compenser ce risque pays par la recherche d'une grande visibilité dans nos revenus. Et la production d'électricité, notamment indépendante, s'y prête assez bien parce que ce sont de grands appels d'offres qui sont faits par les pays qui ont fait le choix de recourir à l'investissement privé, de grands appels d'offres internationaux par lesquels le gagnant, le consortium gagnant, construit une centrale électrique, un barrage, et une autorité publique achète toute l'électricité pendant la durée de vie du bien. C'est parfois 25 ans pour une centrale électrique, et pour les barrages au Brésil, c'est 35 ans. Donc une fois le contrat gagné, il faut construire dans les délais. Là, nous sommes en train de construire un barrage assez important qui va coûter à peu près 8 ou 9 milliards de dollars, mais qui produira comme 3 EPR, donc c'est un investissement important. Il faut donc pas rater la construction. Après, normalement, le flux de revenus est garanti à condition que le contrat soit respecté. Et nous avions évidemment un peu cette inquiétude. Bien, après près de 15 ans d'expérience, je dois constater que le risque que nous avions intégré dans nos calculs, ces risques ne se sont pas produits dans aucun des pays où nous sommes. C'est-à-dire que les contrats ont été intégralement respectés. Je laisse de côté un exemple, pas dans l'eau en Argentine, qui est une funeste mémoire pour le groupe Suez, mais dans le domaine de l'électricité, ces contrats à long terme ont été intégralement respectés. D'ailleurs, nous sommes au niveau de la production, nous ne sommes pas au contact du consommateur final. Et c'est une règle que nous avons décidé d'adopter dans tous nos développements dans le monde émergent. Alors, partant de ça, l'observation que je peux faire, c'est que maintenant, le risque, il a changé de continent. Le risque est en Europe. Et on constate en Europe un certain nombre de pays qui n'honorent pas leur signature. Des États. Donc c'est une situation qui nous incite davantage encore à nous développer dans le monde émergent parce qu'il y a de la croissance. La rentabilité est là. La rentabilité, les activités que nous avons développées avec GDF Suez d'abord seul, International Power de son côté, et aujourd'hui ensemble, avec cette position de leader mondial dans la production indépendante d'électricité, nous donne une très bonne rentabilité, bien meilleure qu'en Europe. Alors bien entendu, il faut adapter le business model au pays. Au Brésil, d'abord c'est l'actuel président de la République qui a été, il y a longtemps, ministre de l'énergie de l'État de Rio Grande do Sul et après ministre de l'énergie fédérale, avec qui nous avions beaucoup construit ce modèle. Ce modèle était un modèle parfait pour ce qui nous concerne, par la visibilité qu'il nous donne. On prend des risques de construction, mais une fois la construction faite, nous avons une vingtaine de barrages désormais au Brésil, et c'est nous qui avons le plus augmenté les capacités de production d'électricité au Brésil sur les 6 ou 7 dernières années. En Chine, notre approche est très différente. Je disais, nous sommes beaucoup développés dans l'eau. Par contre, nous avons décidé de ne pas investir en Chine même dans l'électricité. Par contre, nous voyons venir inévitablement
les acteurs chinois comme concurrents dans les grands projets situés en dehors de Chine. Et c'est pourquoi notre stratégie a été la suivante. Puisqu'au fond, en Occident, depuis la fusion avec International Power, on peut dire que nous avons éliminé pratiquement toute la concurrence occidentale. Les grands acteurs électricité d'Europe, E.ON, RWE, Enel, EDF, Iberdrola, sont pratiquement pas présents dans la production indépendante dans cette partie du monde. Et il n'y avait qu'International Power. Donc nous avons fusionné les deux acteurs les plus actifs dans ce créneau. Mais on a vu comme concurrents les Japonais. Nous avons décidé de nous associer avec eux. Et au Moyen-Orient, ça a été plutôt réussi. Et on voit émerger maintenant des grands acteurs chinois. Eh bien, notre stratégie, c'est de nous associer avec eux. Plutôt que d'essayer de résister à cette espèce de montée de vagues déferlantes qui va finir par venir, nous avons signé un grand accord avec le gouvernement chinois, en fait avec le fonds souverain chinois, mais qui est un accord de grande portée, pour nous associer avec ces acteurs chinois qui ne connaissent pas très bien les grands projets internationaux. Ils connaissent la technologie chez eux, mais pas les grands projets internationaux qui consistent à opérer dans des environnements juridiques, culturels, linguistiques radicalement nouveaux. En tout cas, c'est ce que nous savons faire. Et donc là, la complémentarité est grande. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Stéphane, est-ce que tout à l'heure, Dominique parlait d'acceptation et de redéfinition finalement du business, hein. C'est un business de plus de co-construction, partenariale. Est-ce que chez France Télécom Orange, c'est comme ça que vous avez construit votre business model? Oui, assez largement. En ce qui concerne les modèles économiques des pays émergents et la question de la rentabilité, premier constat qu'on peut faire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui des niveaux de rentabilité dans ces pays qui sont bons, qui sont même d'ailleurs supérieurs à la moyenne. On est beaucoup moins performant que Telsat. Nous, on a une marge d'EBITDA au niveau du groupe qui est plutôt autour de 35-36%. Mais on est à 50% au Sénégal, par exemple. On est même encore au-delà dans un pays comme le Mali. Pourtant, bon. Donc, ça démontre, je crois simplement, qu'il est parfaitement possible d'être à des niveaux de profitabilité très attractifs dans des pays où le revenu moyen mensuel par abonné est inférieur à 5 euros. Là où il est à 32 euros à peu près en France. L'Inde est un pays où il y a 1 milliard d'utilisateurs de téléphones mobiles avec un revenu moyen mensuel qui est de l'ordre d'$1. Il y a 14 opérateurs. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous heureux d'être sur le marché indien, mais enfin quand même. Donc, pourquoi est-ce qu'on y arrive? On y arrive parce que dans ces pays, j'allais dire, tout est moins cher. Tout est moins cher. D'abord, on est sur des modèles qui sont à 98%, ce qu'on appelle le prépayé. C'est-à-dire que les gens achètent des cartes SIM avec un forfait de communication dessus, il faut leur affaire du terminal. Donc on n'est pas sur un modèle d'abonnement dans lequel on doit proposer des terminaux, acheminer ces terminaux, les subventionner lourdement, qui est le modèle dominant, disons, des pays européens. On est sur des pays, je ne vais pas trop développer pour ne pas être trop long, mais pour prendre une image que tout le monde comprendra, les coûts de distribution. Dans les pays européens, on a tous des réseaux de distribution physiques importants. On a 1200 boutiques en France, nous. Quand on est à Madagascar, notre réseau de distribution, pour l'essentiel, c'est ce qu'on appelle des vendeurs parapluies. Les vendeurs parapluies, on en a 3000 à Madagascar. Ce sont ces personnages qu'on va croiser un peu au coin de toutes les rues. On les appelle vendeurs parapluies parce qu'ils ont en général un grand parapluie ou un parasol plutôt d'ailleurs pour se protéger du soleil, aux couleurs d'orange. Et ils ont une petite caisse en carton et c'est eux qui vendent ces fameuses cartes aussi. Donc évidemment, les coûts de distribution, vous l'imaginez, ne sont pas tout à fait de même nature. Donc voilà, on pourrait développer, mais on a créé, on a inventé au fil du temps une façon de fonctionner, un modèle d'organisation qui nous permet d'être effectivement dans des modèles économiques qui sont performants, qui apportent un vrai service quand même à nos clients, naturellement, mais qui sont performants. On fait beaucoup de coopération, oui, et il y a une chose surtout que je voudrais dire,
ça n'a pas été évoqué, je crois que c'est très important, c'est pas parce qu'on est dans des pays, entre guillemets, pauvres, qu'on n'est pas innovant. Merci Stéphane. Alors effectivement, on n'avait pas parlé d'innovation parce que c'était le troisième thème que vous voulez aborder, mais c'est très bien de l'avoir entamé. Et Michel peut-être va poursuivre peut-être sur justement ce point qui est de se dire finalement quand on bouscule un équilibre, souvent eh bien, on stimule l'innovation. C'est-à-dire qu'on est un peu obligé de redéfinir les règles du jeu et par là de booster l'innovation. Alors on peut se demander, effectivement, légitimement, et Stéphane nous en a donné une illustration parfaite et concrète, si finalement cette exploration des pays émergents, c'est pas un booster d'innovation pour les entreprises et en particulier pour Eutelsat. Alors, je voudrais quand même, en essayant d'être concis, dire un mot de la question précédente, parce que là, nos modèles sont en partie différents de ceux présentés par Gérard Mestrallet et Stéphane Richard. Et donc, très brièvement, je vais dire ceci. Pour nous, un investissement satellitaire n'est pas différent selon qu'on le fait en visant un marché développé ou un marché émergent. En gros, un programme satellitaire, ça coûte 250 millions d'euros. Ça, c'est le prix du satellite, le prix du lanceur et le prix de l'assurance qui va avec. Et qu'on l'envoie dans telle partie de l'espace ou telle autre partie de l'espace, ce coût ne varie pas. Bien entendu, nous mettons nos fournisseurs en concurrence le plus possible, mais ça, c'est normal. Le deuxième commentaire, c'est que les marchés émergents sont pour nous attractifs parce qu'ils viennent bien compléter ce que nous faisons dans les marchés développés. Ce que nous voulons faire au service de nos actionnaires, c'est apporter des perspectives à la fois de croissance et de rentabilité. Il faut qu'il y ait les deux. Et dans les marchés développés, nous avons une plus forte rentabilité, mais moins de croissance. Et dans les marchés émergents, nous avons plus de croissance. Les prix croissent plus vite et les volumes y croissent plus vite. Mon troisième commentaire, c'est dire que quand une façon de regarder notre métier, c'est que nous sommes un métier d'infrastructure. Pas très différent de ceux qui achètent des immeubles et qui louent ensuite les appartements ou les bureaux de cet immeuble. Nous, donc, nous faisons construire un satellite, nous le lançons dans l'espace où il reste entre 15 et 20 ans, et nous louons ce qu'on appelle des répéteurs. Le satellite est composé de, avant, c'était 10 répéteurs, maintenant c'est 50, 60, 70 répéteurs, et on loue des répéteurs. Je dis un mot là-dessus en matière d'innovation. Il n'y a donc pas si longtemps que ça, un satellite, c'était 10 répéteurs, et un répéteur, c'était une chaîne de télévision. Maintenant, ça va donc au maximum jusqu'à 100 répéteurs, et grâce à l'âge du numérique, on a 12 chaînes de télévision par répéteur. Donc, un satellite peut faire 1000 chaînes de télévision alors qu'il en faisait 12 il y a 20 ans. Donc on a changé complètement d'échelle. Et alors, je voudrais ajouter encore un commentaire sur notre métier et un commentaire sur l'innovation. Sur notre métier ressemble aussi un peu au jeu de Monopoly, qu'on connaît tous. C'est-à-dire que, comment crée-t-on de la valeur pour nos actionnaires ? On va voir des chaînes de télévision et on leur dit, écoutez, il nous semble qu'il y a un marché dans telle partie du monde. Est-ce que ça vous intéresse d'être notre client sur le satellite que nous envisageons ? Admettons que les chaînes de télévision disent oui, qu'il y en a suffisamment qui disent oui. À ce moment-là, on décide à une position orbitale donnée d'installer en effet un satellite. Il faut 30 mois pour le construire. Donc on va le commander, on va le construire, on va le lancer. Et puis, une fois que le satellite est là-bas et qu'il y a suffisamment de chaînes de télévision qui se sont en quelque sorte inscrites pour être dessus, vous avez donc un nombre intéressant de téléspectateurs qui vont dire « Ah, intéressant ce bouquet, j'ai envie d'avoir accès à ces programmes, à ce bouquet, et donc je vais faire la dépense nécessaire, installer la parabole sur ma maison pour y avoir accès. » Plus il y a de gens qui s'y intéressent, plus on va voir d'autres chaînes de télévision en disant « Mais regardez, ça n'est plus 1 million, mais 2 millions, ou ça n'est plus 2 millions, mais 5 millions, etc. » Et donc, c'est comme le jeu de Monopoly où vous mettez une maison, puis un hôtel, etc. D'accord ? Alors c'est comme ça que Eutelsat a créé il y a 15 ans sa position orbitale Hotbird, qui est vraiment très hot, très chaude, très chaude. Et évidemment, ce qui est formidable, c'est que quand les volumes augmentent, les tarifs augmentent aussi.
D'accord ? C'est formidable pour nos actionnaires. D'accord ? Et c'est formidable pour nos clients aussi. Ils sont très contents. Parce que le coût par téléspectateur est de 1 centime par mois. Dernier mot sur l'innovation, si vous le permettez. Je vous ai déjà dit que nos satellites sont en effet de plus en plus performants, mais je voudrais dire maintenant un mot du consommateur final. Nous avons lancé, il y a un peu plus d'1 an, un satellite qui s'appelle KASAT, construit à Toulouse par Astrium. C'est aujourd'hui le 2e satellite le plus puissant de l'espace, le 2e, parce qu'il y a un Américain qui vient d'être lancé, on était numéro 1, on est numéro 2. Et donc, c'est avec ce satellite que nous couvrons à la fois toute l'Europe, l'Afrique du Nord et les pays du Golfe, pour apporter soit aux entreprises, soit aux individus, le haut débit. Jusqu'à 18 mégabits en bande, comme on dit, descendante, et jusqu'à 8 mégabits en bande montante. D'accord ? Eh bien, je peux vous dire que ça, c'est le miracle. On appelle ce satellite un satellite, il est hyper puissant, on dit qu'il est un satellite de haute capacité, on dit en anglais High Throughput Satellite, parce que, je ne vais pas rentrer dans la technologie, on n'a pas le temps, mais voilà, il est extrêmement performant. Ceux qui l'utilisent sont très contents. Et voilà un bon exemple où nous apportons le même service, aussi bon que ce que donne l'ADSL, le meilleur ADSL, meilleur que l'ADSL moyen, au même prix que l'ADSL, et aussi bien en Afrique du Nord qu'en Europe. Et là, encore une fois, en France, nous travaillons avec Nordnet, et dans tous les autres pays, nous travaillons avec d'autres distributeurs. Donc pour nous, il n'y a pas d'innovation spécifique aux pays émergents. Nous avons les mêmes innovations que nous partageons. C'est parce que vous êtes très très haut placé probablement. Donc juste pour terminer, mais on savait que ce serait beaucoup trop court, 1 heure, pour traiter des thématiques aussi larges et denses et profondes. Juste pour terminer, moi je voudrais quand même demander à Gérard Mestralet, donc rapidement, si c'est un booster d'innovation, contrairement à ça, et demander à Dominique Moisy juste de faire une petite conclusion très rapide sur ces 2 mots si forts qui sont l'équilibre et l'acceptation. Alors peut-être Gérard. Oui, rapidement sur l'innovation. Oui, pour nous, notre développement dans le monde émergent a été l'occasion de booster un certain nombre d'innovations. Alors probablement à la différence de Stéphane, où les innovations étaient très largement commerciales, chez nous, elles sont très largement techniques et technologiques. Je vais rapidement trois exemples. Dans le domaine environnemental, on pense souvent qu'il y a moins de contraintes environnementales dans le monde émergent. Ce n'est pas vrai partout. Et au Brésil, les exigences en matière environnementale sont considérables. D'ailleurs, la population, on l'a vu d'ailleurs à Rio +20, mais la population brésilienne est extrêmement sensible à ces questions. Et nous avons été amenés à innover formidablement dans ce domaine de la responsabilité sociale et environnementale autour de notre dernier barrage. Il y a 2 grands barrages en construction actuellement au Brésil. Il y a le nôtre et Belo Monte. Belo Monte pose problème, beaucoup de problèmes, est très contesté. Le nôtre, non. Nous avons, avec les associations et avec l'administration brésilienne de Lula et maintenant de Mme Dilma Rousseff, développé 32 programmes d'accompagnement qui représentent au total un coût de 600 millions de dollars dans le domaine de la biodiversité pour les poissons, les oiseaux, les animaux. Ça va être un paradis pour les animaux, ce barrage, mais aussi pour le développement, la réindustrialisation de cette zone où il n'y avait personne. C'était d'ailleurs en plein Amazone. Et de le faire en respectant évidemment l'environnement. Et il y a eu jusqu'à 20 000 personnes sur le chantier. Donc nous avons construit des villes, des villages, des écoles pour les ouvriers et ultérieurement pour qu'il y ait une activité économique. Le président Lula est venu 2 fois voir nos ouvriers d'abord, les encourager, et également nos écoles et les enfants des écoles. Alors Dominique, pour conclure. Nous sommes dans un monde multipolaire, mais il n'y a pas un bloc des émergents. Ils sont en réalité extraordinairement divers. La seule chose qui peut-être les unit, c'est aujourd'hui un certain déni de responsabilité. En fait, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, vous avez un pays comme la Chine qui arrive au premier plan de la scène internationale
sans être porteur du moindre message universel. À partir d'aujourd'hui, nous devons faire preuve de beaucoup plus de modestie par rapport à l'autre et de beaucoup plus d'ambition par rapport à nous-mêmes. Je crois qu'on peut vraiment remercier tous les intervenants, en particulier sur ces paroles très, très profondes, très belles. Et bien maintenant, on vous invite à poursuivre cette journée avec des ateliers qui sont organisés par chacun des groupes partenaires tout au long de cette journée, et puis des stands et des équipes qui se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci pour la qualité de votre écoute. Merci.